On va parler thriller adulte avec le berceau des impurs, vous voyez déjà la couverture. On va aussi parler thriller jeunesse, puisque tu t'amuses avec des publics d'âges différents. On parlera de Daryl juste après, on va faire moite-moite, hein, comme ça on parle de tout le monde. Et puis vous, dans le chat, si vous avez Ouais, des ouais. questions, n'hésitez pas, on les note au fur et à mesure, ou je les intercale si ça se met, hein, vous savez bien. Mais avant de parler de tous tes livres, eh bien, je te propose qu'on fasse connaissance grâce au portrait chinois littéraire que le monde entier nous envie. On va pouvoir comparer tes réponses avec celles de Bess, et ça n'a pas de prix. Bonsoir, hello Elive, bienvenue. Si tu étais un livre de chevet pour commencer ce petit questionnaire, lequel choisirais-tu et pourquoi en quelques mots? Un livre de chevet. Alors, je dirais que c'est Misery de Stephen King. C'est un livre que j'ai lu quand j'étais adolescent, je vais avoir 16 ou 17 ans, puis il m'a vraiment marqué. J'ai adoré l'ambiance hyper pesante qu'il a su intégrer dans le livre. J'ai vraiment trouvé ce huis clos assez bluffant. Et puis c'est vraiment un de ces romans principaux qui m'a vraiment donné envie de me mettre dans la littérature, puis essayer de commencer à écrire voilà, des petites parties de romans, des débuts, voilà, un peu des esquisses pour essayer de provoquer chez le lecteur ce que moi j'avais ressenti en lisant ces bouquins. Donc ça, c'est vraiment un livre que de temps en temps j'y pense, j'ai dû le relire 2 ou 3 fois. Donc c'est vraiment un roman qui a vraiment mis les bases de ce que j'essaie d'apporter quand j'écris. Ouais. Et un livre qui parle d'un écrivain sans Par transition, exemple, bah évidemment le berceau des impurs, c'est pareil, mais on en reparle juste après, puisqu'on le voit sur la couve, on a compris, il y a de quoi écrire là-dessus. En attendant, si tu étais un format parmi tous ceux qui existent, lequel choisirais-tu? Poche, grand format, e-book, audio, bande dessinée, manga, autre chose? Tu as carte blanche. alors, Alors moi, personnellement, j'aime bien les poches, parce que voilà, c'est toujours plus facile à transporter quand on part en vacances. Moi, quand je pars, j'ai tout le temps 3-4 romans en poche, parce que voilà, c'est facile à mettre dans la valise. Et puis j'ai essayé de lire sur des bouquins numériques, j'en ai lu 2-3, mais moi, je suis toujours un peu reste à l'ancienne. J'aime bien tourner les pages, j'aime bien savoir à quelle partie j'en suis du bouquin, si j'en suis à la moitié, au tiers, bientôt à la fin. Voilà, j'ai toujours un peu resté à l'ancienne, donc version papier, version poche, ouais, c'est assez Papier pratique. poche. Le côté pratique, si tu étais une maison d'édition, on va parler de l'édition évidemment avec toi, on va pas s'en priver. Si tu étais une maison d'édition ou une caractéristique d'une maison d'édition à laquelle tu regardes particulièrement. Si je m'intéresse à une maison d'édition en particulier, Si tu en étais une, parmi celles qui existent, tu alors si aimerais j'en être étais laquelle? une, laquelle j'aimerais être, Mhm. j'ai pas vraiment un nom qui me vient à l'esprit. Après, moi, je fonctionnerais, si j'étais une maison d'édition, je crois que ouais, je fonctionnerais au coup de cœur. Pas forcément me cantonner que au thriller, vraiment au véritable coup de cœur. S'il y a une histoire qui me parle, qui me prend au trip, que ce soit, je sais pas, une histoire, une romance ou même voilà, un thriller, ou une histoire historique, ou voilà, ça serait vraiment quelque chose en lisant que ça me prenne, quoi. Qu'importe le style, qu'importe le genre. Je pense à ouais, je serais assez généraliste, mais qui fonctionnerait vraiment au coup de cœur et puis porter les gens, porter les auteurs le plus loin possible. Plus impossible. Et puis tu as des bonsoirs au passage, hein. Je te dis pas tout, mais Anita te souhaite la bienvenue aussi dans la boîte. Si tu étais un Merci, rayon bonsoir. dans une librairie, vers quel rayon irais-tu? Alors, ouais, alors moi, c'est automatiquement, je vais vers le thriller. Mhm. Parce que voilà, c'est depuis que je suis adolescent que je lis ça, que j'adore autant les films que les livres. J'adore ça, j'adore ces ambiances un peu sombres, un peu malsaines, qui retournent le cerveau, qui remuent. J'adore ça. Après, dans la vie, je suis quelqu'un de positif, c'est complètement l'envers, mais quand j'écris, j'aime bien instaurer des histoires un peu assez sombres. Si Donc, tu ouais, étais ça serait vraiment le côté thriller. le côté thriller, si tu étais un marque-page, avec quel objet aimerais-tu marquer la page? Un objet qui te correspond particulièrement? Alors, j'en ai plusieurs, mais Mhm. étant menuisier de métier, je suis menuisier à mon compte. J'ai un ami menuisier justement qui a créé, il y a 2 ans, pour les fêtes de Noël, il a créé des marque-pages en bois d'olivier. Mhm. Super, super fin, super joli, et très Très bien beau ça. pensé. Donc, c'est des objets assez originaux et c'est très joli, c'est très solide. Donc, voilà, je serais un marque-page en bois. En bois.
Si tu étais un personnage parmi les films, les livres, autre chose, tu as carte blanche aussi. Oh, il y en aurait plusieurs, je pense. Étant enfant, j'adorais les mangas japonais. J'adorais les dessins animés, les mangas, genre les Dragon Ball, les Chevaliers du Zodiac, les Canons On en Survivants, parlait tout à l'heure. toute cette période de Club Dorothée. Je suis vraiment cette génération qui a grandi avec ça. Mhm. Après, si ça serait un roman, ça serait un personnage de Stephen King. Ce personnage inventé qui m'a beaucoup marqué pendant mon adolescence. Si tu étais un temps de conjugaison. Alors, quand j'écris, j'aime bien écrire autant au présent qu'au passé simple. Mhm. Donc, ça dépend des romans, ça dépend des histoires que je veux raconter. C'est vraiment dans ces deux temps que j'aime évoluer. Je saurais pas choisir. Je crois que le passé simple, c'est presque un peu plus facile parce que le présent, ça a tendance à. J'ai déjà entendu qu'il y a des lecteurs qui n'aiment pas tellement quand c'est écrit au présent parce que ils ont l'impression que c'est lent. Après, tout dépend de la manière d'écrire. Mais moi, j'aime bien le présent parce que c'est vraiment l'instant présent. Mhm. Donc, on arrive aussi à amener le lecteur au même moment qu'on écrit. Si tu Donc, étais ouais, les deux sont assez originaux. la musique ou la bande son de ton parcours, par exemple, d'auteur, ou des choses que tu écoutes en écrivant, tu prendrais quoi comme musique? Est-ce que tu prendrais le Avant, générique des Cités d'Or? euh, non, pas tellement. Même pour mes romans jeunesse, non, je ne prendrais pas ça. Mais moi, quand j'écris mon premier roman jeunesse, j'ai pas tellement écouté de musique parce que je sentais pas le besoin. Mais quand j'écris mes thrillers, ça fait depuis mon quatrième, depuis Seul la haine, j'ai commencé vraiment à écouter de la musique en fonction des chapitres, en fonction des scènes. J'écoute souvent du hard rock. Après, tout dépend des groupes. J'écoute autant du Placebo, du Radiohead, du Marilyn Manson. Comme mon tout dernier roman qui est pas encore sorti, je me suis écouté en boucle un concert de Marilyn Manson. C'était c'était des ambiances que j'avais besoin parce que c'est un roman très, très sombre. Et puis j'avais besoin que ça soit sombre, que ça soit assez dynamique, qu'il y ait des chapitres un peu plus relevés que d'autres. Donc j'avais besoin de ce genre de musique, quoi. Du tempo. C'est ce que j'aime écouter aussi. Du tempo. À mon avis, ça, zut, tu nous refais la même chose. On est dans le passé, mais oui, mais c'est des bons morceaux, ça. Salut Miss Valérian, Voilà. bienvenue. La team La Boîte te salue, mais tu en fais partie. Maintenant, tu viens souvent nous dire bonjour, ça fait plaisir. Si tu étais un signe de ponctuation sur ce joli clavier qui est le nôtre, sur lequel est-ce que tu t'acharnes le plus quand tu écris? Sur les points d'exclamation. Et ouais, si je m'écoutais, des fois, j'en mettrais 3 4 à la suite pour essayer Mhm. de plus d'intonation dans les dialogues. Mais ouais, je reste sur un ou deux, ça dépend, ça dépend les C'est déjà pas moments. mal. Mais ouais, ça m'arrive d'en mettre deux. Même, je sais que c'est assez faux d'en mettre deux, mais j'aime bien de temps en temps d'en mettre deux. Ça reste joli, hein. C'est- Ça Ouais, fait des ouais, signes j'aime en bien. plus, les mauvaises langues, ils Ouais. disent ça. Si tu étais un verbe parmi, pof, tout notre beau Ouais. Becherel, un verbe. Je prendrais être, c'est un verbe qui est assez courant, mais ça permet d'ouvrir beaucoup d'adjectifs qui viennent derrière. Donc c'est vraiment, ça ouvre pas mal de sentiments, de sensations. C'est un verbe qui est assez ouvert. Ouais. Eh bien, je te propose. On va faire en deux étapes, hein. On va d'abord parler de ce livre, Le berceau des impurs, puis on ira faire un tour du côté jeunesse, parce que j'y tiens, je trouve ça chouette. En plus, il y a plein de choses à en dire. Une Ouais. première question pour se mettre dans le bain qui va te renverser par son incroyable originalité. Est-ce que tu peux nous dire de quoi parle ce roman, Le berceau des impurs? Quel en serait le pitch si tu pouvais le faire toi-même? Alors, alors en 2 minutes, le Tout berceau ce des que tu Impurs, veux. ça parle c'est une histoire qui se passe c'est un roman sur un couple. En fait, c'est Cameron qui est écrivain, ça fonctionne assez bien pour lui. Ils habitent à Paris avec sa femme Johanna. Elle est artiste peintre. Et en fait, Johanna, elle vient de perdre sa sœur. Elle a eu un accident. Elle s'est fait renverser par un chauffard, voilà, qui a pris la fuite. Donc, ils n'ont jamais retrouvé
qui c'était. Et puis en fait, bah, elle est bouleversée par sa sœur, c'était son âme sœur. Voilà, ils étaient super, super proches. Donc pour se remettre un peu de ce deuil, il décide sur la proposition un peu imposée du beau-père. Il décide de partir en Suisse, du côté du lac Léman. Ils ont une maison familiale. Ils partent là-bas, les deux. Et déjà, ce qu'il y a, c'est que dans le couple, il y a beaucoup de secrets, il y a beaucoup de choses qui vont exploser pendant ce voyage là-bas. Il y a des secrets qui vont voler en éclats, dont un adultère de Cameron. Et en fait, ils vont un peu se perdre de vue. Elle va partir peindre dans la nature, elle va au bord du lac, dans la forêt, elle va commencer à peindre un peu les paysages. Et lui, il va se plonger dans son roman en cours. Et lui, ce qu'il y a, c'est qu'on l'apprend assez vite, c'est qu'il a une certaine forme de schizophrénie. C'est-à-dire qu'il est pas conscient de sa maladie, mais il l'est. Donc, il va un peu contre tout ça. Il prend pas vraiment ses médicaments. Donc, il écrit son roman, mais il délire aussi un peu de temps en temps. Et de l'autre côté, sa femme, Johanna, on comprend qu'elle rencontre rapidement un jeune homme, un tout jeune, il a une vingtaine d'années, puis c'est un jogger, il court dans la forêt, puis entre eux, il va se passer une espèce de. Il va commencer à se draguer un peu indirectement, à discuter entre eux, puis il va commencer à se rapprocher. Il y a une relation un peu toxique qui va se joindre entre eux. Et le jeune homme, il s'appelle Solal. Il est très mystérieux, on ne sait pas vraiment grand-chose sur lui, mais on sent que ça peut partir aussi. On sent qu'il n'est pas très stable psychologiquement. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que le premier chapitre, ça part sur un meurtre. On ne sait pas qui est le coupable, on ne sait pas qui est la victime, on ne sait pas si c'est un homme, si c'est une femme, on ne sait vraiment rien. Et après, ça repart 3 semaines en arrière. Et là, il y a tous les personnages qui sont présentés. Voilà, Cameron, Johanna. Sur là, il y a 3 autres personnages qui rentrent encore en ligne de compte. Donc, on sait que ça va partir en vrille au bout d'un moment. On ne sait pas du tout de qui ça va venir. Donc, tous les personnages pourraient être les coupables ou les victimes. Donc, c'est ça que je trouve assez intéressant. C'est vraiment dans le dernier gros quart qu'on commence à comprendre À vraiment ce mettre qui se tout passe. dans le bon ordre. Il y a quelques rebondissements. Et au passage, merci beaucoup Voilà. Nature pour le follow, ça fait plaisir de t'accueillir parmi nous. On l'a dit, on passe des Vosges au lac Léman. C'est un peu un changement de décor, mais pourquoi pas finalement? Pourquoi avoir choisi ce lieu en particulier? Alors, j'avais besoin vraiment d'un lac, d'un grand lac, qui soit assez mystérieux, qui ait une espèce de, voilà, qui ait des mystères là autour, vraiment. Un lac vraiment spacieux avec une grande forêt qui était proche de l'eau, et qui montait vraiment assez largement dans la forêt. J'avais vraiment besoin d'un espace vert qui n'avait pas été trop exploré. Et voilà, je voulais que l'histoire se passe en Suisse, mais un petit peu en France, vraiment collé à la frontière. Donc, c'était le lac Léman, ça me paraissait vraiment l'endroit Pour idéal les gens de qui ne te connaissent pas, tu vis en mettre en Suisse, place l'histoire. si je dis pas de bêtises. Alors oui, je suis espagnol d'origine, je suis né à Madrid. Et je suis arrivé en Suisse quand j'avais 4 ans, avec mes parents et mon grand frère. Et voilà, j'ai grandi en Suisse jusqu'à maintenant. Donc, ouais, je suis pas suisse, je suis espagnol, mais je suis en Suisse depuis toujours. Je vis du côté de Neuchâtel. Et c'était important Ça d'avoir... arrive à 3 quarts d'heure de Lausanne. Ah oui, d'avoir les pieds en Suisse alors pour ce roman, c'était important d'ancrer ça dans le pays où tu vis pour l'instant. Ah ouais, j'aime bien. Ouais, après, il y a certains romans qui sont pas forcément passés en Suisse. Mais voilà, quand j'ai l'occasion, j'aime bien transposer mes histoires un peu dans les régions que je connais. Donc oui, ça, c'est quelque chose bah, voilà, des endroits qu'on connaît, donc c'est toujours un peu plus facile J'aime bien, bah, comme à Neuchâtel, il y a 2 de mes romans qui se passent à Neuchâtel, notamment Sunline et Requiem des Ombres, vraiment au centre-ville, un peu la forêt, le bord du lac. Bah, c'est une ville que j'adore, qui est super paisible à vivre, et puis j'aime bien la transposer amener vraiment l'esprit inverse, quoi, la rendre sombre, un peu dangereuse, les rues un peu malfamées. J'adore faire complètement à l'inverse de ce que c'est en réalité. Mais c'est parce que quand on voit le lac Léman, spontanément on se dit juste waouh, c'est beau, on s'imagine pas que tu vas nous faire
l'histoire que tu as imaginée là. Au passage, la Suisse, ça évoque le chocolat, le fromage, miam miam, mais aussi les très très bons livres. Et en parlant de bons livres, le berceau des impurs, c'est quoi pour toi les ingrédients d'un bon thriller psychologique? Parce que tu l'as dit, on est dans le thriller, on aime bien jouer avec la psychologie. C'est quoi pour toi les ingrédients quand tu commences à écrire, où tu te dis, je vais utiliser ça? Il y a quoi dans ce livre? Ah, alors, pour moi, dans les thrillers psychologiques, justement, Seul Line et Le Berceau des Impurs, c'est vraiment des purs thrillers psychologiques. Alors, moi, quand je commence à écrire, je sais déjà à la fin, je sais exactement comment ça se termine, et puis ça se termine sur un twist. Donc, ça retourne complètement l'histoire dans les derniers chapitres, et ça retourne un peu la tête du lecteur, c'est ça c'est ça que j'aime bien. Donc voilà, quand je commence à écrire mes premiers chapitres, je sais exactement comment ça se termine, et puis c'est comme ça que j'arrive à ramener le lecteur un peu à d'autres endroits pour un peu les perdre un peu, amener d'autres personnages qui pourraient être aussi les coupables ou pas, et puis lui retourner la tête une fois qu'il arrive à la fin de l'histoire. Puis des fois, ça donne aussi envie de relire certains chapitres pour voir quels détails on aurait raté pour pas voir la fin arriver de cette manière. C'est C'est ça, amusant pour moi, un thriller de psychologique, ça manipuler. doit tourner le cerveau. T'aimes bien manipuler les Ouais, lecteurs c'est ça. alors. Ouais, Et que- j'aime bien essayer de les manipuler. Après, Mhm. des fois ça marche moins bien, mais moi, voilà, c'est vraiment quelque chose. J'adore être manipulé aussi, autant quand je regarde un film ou quand je lis un livre. J'adore arriver à la fin et puis me prendre une claque. Donc, j'essaie de faire un peu la même chose au lecteur. Et Agrippine demande si tu es debout derrière la caméra. Ben, on va en Ah oui, rire, je suis mais debout là. ben oui. Si je m'assieds, j'ai Question. plus de réseau. C'est les On va essayer coulisses. l'autre jour. On a fait des tests et quand David s'assied, en fait, il n'y a plus de réseau. Donc, on a Ah, dit que donc je ça suis allait. devant la fenêtre, à plein pied. Donc, s'il y a des passants, ils me voient. Voilà, on fait coucou au passage, Ouais. mais voilà. La maison ne recule devant aucun sacrifice pour que vous n'ayez pas de coupure de réseau. Et donc ça travaille les Ouais. jambes pendant cette interview. Ça C'est va, le, ça va, ça va. c'est le sport, c'est le sport. Bah, menuisier, c'est Ouais. sportif, je m'inquiète pas. Tu disais un premier chapitre qui donne le ton. On en parlait avec Bess juste avant, avec Macabre Instinct. Pareil, hein, les deux premières pages, ça met uppercut directement. Toi, pareil, tu veux marquer les esprits tout de suite. C'est c'est important, c'est un truc qu'on est obligé de faire, c'est quelque chose qui te tient à cœur à toi, de marquer les esprits tout de suite pour faire connaissance quand tu commences un livre. C'est une marque de fabrique de marquer les esprits tout de suite. Alors, dans mes trois premiers romans, ça commençait plus calmement. Je prenais vraiment le Mhm. temps de poser le décor, les personnages. Puis à partir justement de mon quatrième roman de Seule la haine, pour moi, le premier chapitre, c'est vraiment le plus important. Ça doit tout de suite mettre dans l'ambiance, même en quelques phrases, ça doit un peu montrer où le lecteur va aller, quoi. Ça va vraiment le préparer psychologiquement où c'est qu'il va mettre les pieds. Donc ouais, le premier, voire les deux premiers chapitres, c'est très important. Puis pour moi, c'est toujours assez dur de les écrire, parce que chaque mot est très important. Ça doit vraiment être très bien rythmé. Et voilà, c'est vraiment le plus important pour moi. Autant les derniers chapitres que les premiers chapitres, c'est là que je mets le plus de temps à travailler. Ouais. C'est un rythme. Alors, je lisais dans les retours de lecture de ce livre, il y a beaucoup de retours qui parlent d'un rythme crescendo, donc on monte en intensité au fur et à mesure, à part ce premier chapitre qui met tout de suite dans Ouais. l'ambiance. Après, on est assez crescendo. T'avais un plan pour travailler ça, un peu comme un menuisier finalement. T'avais créé un plan et tu déroulais jusqu'à la fin que tu connaissais. Tu nous as dit ça il y a quelques minutes. Est-ce que tu travailles comme ça pour justement faire monter la pression au fur et à mesure du livre? Ou alors, quand je commence un roman, moi, je fais vraiment tout ce qui se passe, les gros morceaux de l'histoire. Donc, je fais comme un storyboard. Après, je fais pas chaque chapitre ce qui se passe, mais ouais, j'ai comme un storyboard. Et puis, justement, le premier chapitre, il est assez percutant, puis après, ça repart 3 semaines en arrière. Et voilà, c'est une histoire un peu, entre guillemets, banale entre un homme et une femme, un couple qui sont un peu à la dérive, qui s'entendent pas très bien, puis c'est vraiment. Ouais, c'est presque banal. C'est comme les Stephen King, en fait. Ça commence tout le temps sur une histoire assez banale, assez normale. Et puis petit à petit, ça commence à partir en vrille. Puis en fait, ça vient tellement crescendo qu'on y croit, que c'est crédible, que les personnages sont vivants. Et puis c'est ça que. Et dans le dernier chapitre, ça part complètement à l'envers. Et ça devient crédible vu qu'au début, on a pris le temps de poser les bases. Hein.
T'avais peur que ça donne une impression de déjà vu? Parce que comme tu dis, voilà, un couple qui va mal, qui tente de se reconstruire, là, ils vont vers le lac Léman, c'est cool, mais le risque, c'est que ça fasse déjà vu. Est-ce que t'as pensé à ça en disant, je vais bien les manipuler, ils vont croire qu'ils sont en terrain connu, et puis il va se passer des tas de choses. C'est un risque de perdre des gens qui se diraient en lisant le résumé, ok, on a déjà lu ça. Est-ce que t'as peur de ça quand tu manipules un petit peu les lecteurs avec quelque chose d'attendu, mais Alors qui l'est pas j'essaye de, vraiment? ouais, alors j'essaie justement d'amener aussi avec le résumé qui est au dos. Les deux dernières phrases, justement, on dit que Cameron, il est psychiquement fragile et puis qu'il commence à entendre des voix. C'est ce qui Mhm. est marqué à la fin du résumé. Oui, Donc avec ça, je pense que je donne quand même envie au lecteur oui. d'avancer dans l'histoire pour essayer de comprendre. Après, c'est vraiment on va dire dans les 5 6 premiers chapitres où c'est un peu une histoire, entre guillemets, assez banale. Puis il y a quand même des petits ingrédients qui viennent épicer un peu l'histoire pour donner envie de savoir la suite, parce qu'il y a deux, trois petits événements qui se passent, qui sont pas très naturels, qui sont un peu ambigus, qui mettent un peu mal à l'aise autant le lecteur que les personnages. Puis je pense que ça leur donne envie de. Faut pas trop mettre faut pas mettre trop d'ingrédients, mais leur donner juste envie de savoir la suite Ça va la suite. pour balancer plus la sauce un peu plus loin. Ouais. Et tu disais le mental a un rôle important dans ce roman. On parlait de schizophrénie dans ton pitch tout à l'heure. Tu as fait des recherches. Comment ça s'est passé pour travailler ce sujet-là qui est particulier hein, et qui donne envie, effectivement, à la fin du résumé, la petite touche qui nous fait dire ok, ça va pas aller tout droit cette histoire-là. Ouais, j'ai fait pas mal de recherches sur la maladie de la schizophrénie, Mhm. dont la maladie que Cameron il a. C'est une maladie, ça s'appelle l'anosognosie. C'est très difficile à prononcer et puis à écrire. C'est une maladie, en fait, où on ne se rend pas compte qu'on est malade. Donc, même il a ses rendez-vous quotidiens chez son médecin, qu'il donne les médicaments, tout ça, il les prend pas vraiment parce qu'il y croit pas vraiment. Puis c'est vraiment une maladie psychique. Lui, il est vraiment dans le déni de sa maladie. Donc, c'est ça que le lecteur, il sait au bout d'un moment qu'il est malade, mais lui, il le sait pas vraiment. Donc, c'est ça qui est assez intéressant. On voit vraiment la dégringolade du personnage, alors que lui, il n'en est pas vraiment conscient. Donc, c'est deux niveaux de lecture que j'ai essayé d'amener, que j'ai trouvé assez intéressant. Et tes recherches, ça s'est passé comment? T'as fait ça dans les bouquins, tu as regardé des documentaires, t'as rencontré des experts? Ça se passe comment quand on veut se renseigner sur cette maladie imprononçable? Je vais même pas l'essayer. Ouais, alors, avoué, ouais, je me suis renseigné dans des bouquins, j'ai regardé sur Internet plusieurs articles, des témoignages de personnes voilà, Mhm. qui étaient atteintes de ça, des petits témoignages de leur famille qui entouraient ces gens. Comme c'est mal, voilà, cette difficulté qu'ils ont à vivre avec ça, avec leur entourage. Donc, ouais, je me suis beaucoup renseigné pour essayer d'être au plus près de la réalité. Ouais. Et d'amener vraiment le personnage de Cameron le plus bas, ouais, le faire souffrir un peu, et les lecteurs avec. Et tu disais, mais Cameron, il est écrivain, et donc on a un écrivain qui écrit sur un écrivain. T'avais des messages à faire passer sur le milieu du livre au passage. C'est toujours amusant quand on campe quelqu'un qui écrit des livres dans ses livres. Il y avait des messages derrière. T'avais envie de glisser deux, trois petites choses. Ou alors peut-être inconsciemment, ouais. Après, j'ai parlé un petit peu du monde, voilà, du monde littéraire, de l'écriture, des problèmes des fois qu'on a avec le syndrome de la page blanche, parce qu'au début du roman, il arrive plus du tout à écrire, parce que voilà, le décès de sa belle-sœur, là aussi, assez chamboulé. Il y a toute une histoire là derrière. Donc, je me suis un petit peu inspiré, pas forcément de mon expérience, mais ce qu'un écrivain pourrait vivre dans ces moments-là, ouais. Alors j'ai lu que tu es autodidacte et un peu touche à tout aussi. Tu retiens quoi de ton parcours dans le milieu des livres jusqu'ici? C'est pas banal, hein, un menuisier qui commence à écrire et qui s'en sort très bien au passage. Mais tu retiens quoi de ce milieu-là en étant autodidacte, touche à tout, en essayant des choses? Y a quoi comme conclusion après quelques livres hein, maintenant, puisque là on est au Mhm. 6, au septième, quelque chose comme ça. Ouais, ça, c'est le sixième, ouais, Ça c'est le le sixième berceau. hein, déjà, voilà. Ouais. Alors, quand j'ai commencé à écrire, c'était en 2000, ouais, j'ai commencé en 2012. Mon tout premier roman, je l'ai sorti en 2014, puis il m'a fallu au moins 2 ans pour l'écrire. Parce qu'en fait, voilà, j'adorais lire et puis j'avais envie un jour d'écrire un roman pour me rendre compte.
bah, le temps que ça prenait, l'énergie que ça prenait, si j'arriverais à aller au bout, même que j'ai jamais fait de parcours littéraire, j'ai pas fait des grandes études, j'ai fait un apprentissage de menuisier, puis, j'adore mon métier. Mais voilà, j'ai toujours été un peu attiré par ce monde littéraire. Et voilà, après, bientôt, l'année prochaine, ça fera 10 ans que j'ai sorti mon premier roman. Puis, ouais, quand je vois tout ce que j'ai réussi à écrire depuis, je ne me serais jamais rendu compte, ouais, je ne me serais jamais cru possible d'écrire autant de bouquins. Donc, quand je suis arrivé au troisième, je me disais déjà là, si j'arrête maintenant, je serais déjà assez satisfait de ce que j'ai fait. Puis maintenant, quand je vois tout ce que j'ai envie encore d'écrire, toutes les idées que j'ai encore, voilà, que je sais que je vais les écrire parce que je ne peux pas les garder pour moi. Donc, Mhm. faut que j'en parle. Donc, je me dis que ouais, je suis sur le bon chemin. Ouais. L'appétit vient en mangeant. T'as jamais pensé à arrêter en disant voilà, j'ai testé, ok, j'ai fait le tour, je passe à autre chose. Alors, je me dis ça à chaque roman. À chaque fois que je termine un roman, je suis tellement épuisé psychiquement, puis je sais après tout le chemin qu'il faut pour, voilà, pour retrouver une maison d'édition, re-signer, pour le temps qu'il faut attendre jusqu'à que le bouquin soit publié. Des fois, ça va une année et demie. Donc, j'ai appris la patience depuis que j'écris. C'est quelque chose que je n'avais pas avant. Donc oui, je me dis à chaque fois, je me dis là, c'est le dernier parce que bah, ça me prend trop de temps, trop d'énergie. Puis voilà, j'ai un métier à côté à plein temps, j'ai une famille, j'ai un enfant de 4 ans. Donc tout ça, ça prend énormément d'énergie. Puis des fois, je me dis, voilà, j'ai essayé, je suis content d'avoir essayé ça, mais peut-être faire autre chose aussi. Mhm. Alors voilà, c'est tout le temps des petits moments de quelques jours, quelques semaines. Puis après, l'envie me reprend parce que j'ai d'autres histoires. Puis je me dis, ouais, quand j'aurais écrit cette histoire, je me réjouis d'en parler, et puis que les gens ils le lisent, donc c'est plus fort que moi. Au bout d'un moment, ça revient, puis je pense pas que je vais m'arrêter avant quelques autres romans. Tu dirais quoi à quelqu'un qui n'a pas du tout suivi de formation littéraire et qui aimerait écrire, mais qui n'ose pas? Tu lui dirais quoi ce soir si cette personne t'écoute? Bon, c'est déjà arrivé, j'ai deux, trois amis voilà, qui me disent ça. Bah, comme moi j'ai vécu au début, le premier c'est de écrire, même si on va pas écrire un roman entier puis le sortir, c'est écrire une petite scène, écrire même un début de dialogue, voilà, une pensée, un petit moment sur une soirée, même si c'est sur trois quatre pages, écrire sans penser en faire quelque chose plus tard. C'est vraiment, moi justement, j'ai écrit beaucoup de choses avant de faire vraiment un roman. J'ai écrit des idées d'histoire, je suis jamais arrivé au bout. Un début de roman, je suis jamais été au bout, puis que j'irai pas parce que l'histoire était bancale, les personnages, c'était pas non plus ouf. Donc, c'est vraiment à partir de ce premier roman que je me suis rendu compte que j'avais une histoire vraiment qui était assez complète, assez bien ficelée pour en faire un roman. Donc, c'est vraiment sur ce premier roman que je me suis accroché, puis j'étais au bout. Mais voilà, c'était vraiment, je voulais écrire un premier roman pour me rendre compte à quel point c'était difficile et voilà, usant. Puis voilà, je me suis rendu compte, mais du coup, j'ai pris goût. Donc, faut que je continue à bout. Et c'est un livre en auto-édition, alors c'est un choix, on en parlait un petit peu en préparant l'émission, mais c'est intéressant aussi, quand c'est un choix, t'as choisi de faire comme ça, pourquoi ce choix? Si tu devais l'expliquer aux personnes qui nous écoutent. Ah ouais, pour ça, vraiment, c'est un choix parce que ça, c'est mon sixième. Et le quatrième, troisième, quatrième, cinquième, je les ai signés en maison d'édition, notamment chez Tornada et chez Ramsay. Et pour celui-là, justement, bah, les éditeurs à qui j'avais envoyé, ils me demandaient de modifier certains passages, ils le trouvaient pas assez thriller, trop, ils me disaient que c'était plus un drame psychologique. Et pour moi, c'était un pur thriller psychologique. Et puis, ça, il me demandait de modifier des passages, rajouter d'autres scènes un peu, voilà, un peu autrement. Puis moi, ça me plaisait pas parce que l'histoire, elle me plaisait comme ça. C'est l'histoire que j'avais imaginée. Puis comme je l'ai écrit, voilà, je me voyais pas la modifier, amener d'autres éléments. Ça aurait un peu dénaturé ce que j'avais en tête. Du coup, j'ai réfléchi à moi, j'ai pris ouais, 3-4 semaines pour réfléchir. Et puis après, j'ai refusé de rentrer dans ce qu'il me demandait. Et puis je me suis dit, bah, celui-là, je pars dans notre édition, puis on verra bien où je vais. Donc, puis voilà, je pense pas que je me suis trompé en faisant ce choix. Je vis bien avec ça, j'ai pas de regrets. Donc, et puis mon roman jeunesse, c'est pareil. J'ai sorti en autre édition, puis je me sens
je me sens plus libre, ouais, plus libéré avec ça. Mhm. Donc voilà, pour l'instant, On va continuer d'en parler avec Daryl et la Chambre du Destin. Juste avant ça, Agrippine demande, et alors, vu que c'est de l'auto-édition, mais c'est toujours intéressant aussi, où est-ce qu'on peut le trouver? alors le berceau, il est disponible sur Amazon, en papier et en numérique, pour la France ou pour la Suisse. Puis après, voilà, je vais faire pas mal de dédicaces en fin d'année, je vais faire des salons, j'irai aussi en France, bah, je ferai des marchés de Noël dans la région autour de chez moi. Donc voilà, ou bien il y a qu'à aussi m'envoyer un mail ou me contacter sur les réseaux. Je suis toujours disponible. Et le petit robot vous met les liens vers Instagram, Facebook pour contacter David. N'hésitez pas si les livres vous intéressent, mais donc Amazon, etc. en ligne, il y a toujours moyen de s'en sortir. En Belgique, je pense qu'aussi via les sites, à mon avis. À vérifier, mais je pense que Mhm. oui. Sans transition, tu en Voilà, parlais ça fait, de ce livre jeunesse. Bah attends, je vais mettre la couve. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Hop, Daryl et la chambre du destin. Alors, je t'ai déjà fait le coup de la question très originale, bah, je vais la refaire. Hein. Bah oui. Est-ce que tu peux nous Ah oui, parler de ce vas-y. livre? De quoi parle ce roman jeunesse que tu nous proposes? Il est bien écrit que c'est un thriller, mais de quoi parle-t-il? Ah, alors c'est un thriller jeunesse. Bon, j'ai mis sur le bouquin, c'est à partir de entre 9 et 13 ans, mais après, même s'il y a des enfants pendant 7 8 ans, ils peuvent très bien lire parce qu'il n'y a pas il y a pas de violence, il n'y a pas de gros mots, voilà, c'est une histoire un peu avec du suspense, un petit peu, qui fait un peu peur, mais assez légère. Donc, l'histoire, c'est Daryl, il a 11 ans, et à son premier jour d'école, donc il change d'école, bah voilà, il est avec ses amis, un garçon et une fille, c'est Thiago et Lola. Ils sont dans le bus, voilà, ils vont à l'école le matin. Et en sortant du bus, il se fait un peu malmener par un grand une quinzaine d'années. Voilà, il le bouscule un peu, il le met à terre. Daryl, il perd ses affaires. Voilà, bref, il est un peu humilié devant plein d'autres garçons, plein d'autres filles. Et pour un premier jour d'école, il est un peu mauvaise parce qu'il sait que voilà, les premiers jours d'école, c'est toujours un peu assez important. On a une sorte de réputation à essayer d'amener, à maintenir. Donc, il ressasse cette agression toute la semaine. Voilà, il a vraiment mauvaise. Et vient le week-end. Donc, l'histoire se passe à Neuchâtel, en Suisse. Et vient le week-end et il se rend compte il y a une fête foraine qui vient d'être montée dans sa ville, au bord du lac, voilà, sur une grande place très connue à Neuchâtel. Donc, ils y vont avec ses amis. Et voilà, il faut les carousels, tout ça. Et en fin de journée, il trouve dans cet espace, il y a une maison un peu étrange. Il rentre dans cette maison, on voit dans la couverture. Et à l'intérieur, il y a une machine un peu étrange en mettant une pièce, on pourrait faire un vœu. C'est une machine qui permettrait d'exaucer n'importe quel vœu. Et au début, il dit, ouais, c'est un attrape touriste, on va pas faire ça, ils partent. Et après, il décide, juste avant la fermeture de la fête foraine, il décide de retourner dans cette maison. Et il met une pièce et il fait le vœu que le grand Ludo, le garçon qui l'a malmené, que le grand Ludo soit puni à la hauteur de ses actes. Donc, il reçoit un petit papier comme quoi son vœu est exaucé, voilà, ça s'est comme ça. Donc, il rentre chez lui le samedi soir. Et après, quand il retourne à l'école le lundi, il se rend compte que ce Ludo, depuis samedi soir, il a disparu. Donc, lui, il fait tout de suite le lien. Voilà, il est mal parce qu'il pense qu'il doit jeter un mauvais sort ou j'en sais rien quoi. Il ne sait pas vraiment ce qui se passe. Il est persuadé que l'arrivée des forains, elle est liée à la disparition de cet adolescent. Donc, il va prendre ses amis, il va essayer voilà, de mêler, il va essayer de retrouver ce qui s'est passé, de comprendre ce qui s'est passé avec cette disparition. Donc, il y a toute une aventure qui va se passer avec les forains, de jour, de nuit, dans cette fête foraine, avec un labyrinthe de verre, avec un homme sans tête. Il y a toutes des choses un peu étranges, qui font un peu peur, mais assez rigolo. Comment est né ce projet? C'était une envie perso? C'est une demande de quelqu'un, d'un éditeur ou de tes lecteurs ou de quelqu'un d'autre? Comment c'est né cette idée d'écrire pour la jeunesse, mais dans le thriller quand même? Bon, alors ça fait quelques années, je vais pas dire quelques années, mais ça fait peut-être une année ou deux que je pense écrire aussi pour les plus jeunes, parce que maintenant j'ai un enfant qui a 4 ans et demi, et j'aimerais bien qu'il puisse lire mes histoires avant qu'il ait 16 ou 17 ans. Donc je voulais qu'il puisse lire des histoires un peu moins horribles. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à écrire voilà,
des romans un peu, tout le temps dans le genre thriller, un peu léger, donc dans le genre suspense, un peu, qui fait un peu peur, mais c'est ça vraiment qui m'a donné envie d'écrire pour les plus jeunes. Et puis après, c'est super intéressant parce que c'est vraiment, c'est une écriture assez différente parce qu'il faut attraper le lecteur très rapidement parce que les enfants, s'ils lisent une page ou deux puis ils sont pas pris par l'histoire, ils vont passer à autre chose. Donc c'est ça qui est très intéressant. Avec les romans adultes, des fois, on peut prendre le temps de poser les personnages et les décors. Là, il faut vraiment aller assez vite dans le gros de l'histoire. Donc c'est ça que j'aime bien aussi, quoi. Et Anita nous dit, même si c'est de la jeunesse, je suis tenté, mais moi aussi. C'est marrant parce que le pitch m'avait bien plu quand j'ai su que je t'invitais. J'ai regardé un peu tout ça. Je me suis dit, j'aime bien lire du jeunesse, moi, vous savez. Mais je trouve que le pitch est très bon. La couverture est très très chouette. Et c'est vrai que tout ça donnait fort envie. Tu as Mm. une préférence, parce que que tu le disais, très différent d'écrire pour les adultes et pour les plus jeunes. Est-ce que tu as une préférence entre les deux? Vu que tu fais les deux exercices il n'y a pas si longtemps Alors, finalement. ouais, alors maintenant que j'ai commencé à écrire pour les plus jeunes, je pourrais pas dire que j'ai une préférence parce que c'est vraiment complètement différent. Bah, justement, bah, ça fait pas mal de temps. Bah, mes quatrième, cinquième, sixième romans adultes, c'était les trois des thrillers très sombres. Après, j'ai un autre roman, mon septième roman adulte que j'ai fini d'écrire il y a bientôt une année. Il est encore plus sombre parce que voilà, c'est un thème qui est très lourd. Puis là, j'ai vraiment ressenti le besoin d'écrire toujours du thriller, mais un peu plus léger, donc du coup pour les plus jeunes. Et je pense que je vais écrire un ou deux romans jeunesse et un ou deux romans adultes. Je pense que je vais jouer avec ça entre le léger et le plus sombre. Je pense que c'est un bon équilibre que je vais réussir à trouver. Est-ce que tu te censures parfois pour les plus jeunes? Est-ce que tu dis, oula, tu disais pas de violence, pas de gros mots. Ça se passe comment au niveau écriture parfois est-ce que tu dis, oula, attention, je suis pas dans le texte pour les adultes? Est-ce que tu te censures? Est-ce que c'est compliqué de se dire je mets pas? Alors pour celui-là, j'ai été très 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 soft. Je pense que je me suis vraiment bien calibré pour les jeunes. J'ai mis 9-13 ans, mais je pense que c'est vraiment pour les 7 à 10 ans. C'est vraiment pour les très jeunes. Après, il y a quand même deux, trois scènes un peu qui foutent un peu les chocottes quand même. Mhm. Mais ouais, dans les dialogues, je suis très léger. Il n'y a pas de son, il n'y a pas de gros mots. Après, là, maintenant, je suis en train d'écrire un deux petits scoops. Je suis en train d'écrire un deuxième roman jeunesse. Puis là, je me lâche un petit peu plus. L'ambiance est un peu plus sombre. Il y a, voilà, c'est toujours Daryl. Il y a Daryl et puis d'autres de ses amis. Donc, il a grandi, il a une année de plus. Donc, son vocabulaire a un petit peu aussi évolué. Bah, sa façon de penser aussi, il est un peu plus téméraire. Donc je me permets un peu plus de liberté. Et puis, donc, voilà, il sera un peu plus sombre. Après, c'est peut-être aussi bien parce que bah, si les lecteurs ont lu celui-là, l'autre, ils le liront dans 6 mois, une année. Ils auront aussi grandi. Puis, ils auront peut-être aussi. Ça sera en évolution aussi avec les lecteurs. C'était l'envie Donc, de je faire me une laisse un série petit peu aussi, plus de de faire évoluer liberté. ce personnage de Daryl? T'avais envie de faire une série, ou bien t'avais pas trop prévu ça, mais tu t'es amusé, alors tu te dis, allez, pourquoi pas? Alors, j'ai rien de prévu, j'ai juste une envie d'écrire voilà, une suite. C'est pas vraiment une suite, il y a toujours Daryl comme personnage principal. Mhm. Et après, il y a d'autres, c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes amis. Il y a d'autres amis. Voilà, il y a aussi ceux du premier qui vont peut-être revenir un petit peu dans l'histoire, mais ils n'auront pas un rôle principal. Donc, c'est pas une suite. On peut lire le deuxième, puis après le premier dans l'autre sens. Il y a pas de, c'est pas une suite directe. Mais ce Mhm. personnage, il sera assez récurrent. C'est qui Daryl, si tu devais le décrire en quelques mots aux personnes qui nous écoutent? Alors, je pense que Daryl, c'était peut-être un peu moi quand j'étais enfant, ou moi, comment j'aurais voulu être. Donc, je sais pas, c'est quelqu'un c'est un garçon que, bah, justement, dans le premier bouquin, alors au début, il est assez peureux, mais il a beaucoup de courage, donc il va aller au-delà de ses peurs et ça va le faire grandir, justement, jusqu'à la fin du roman, ça va le faire grandir, évoluer et mûrir plus rapidement que c'était prévu. Donc après, dans le deuxième, justement, il aura un peu plus de bagages, on va dire, un caractère un peu plus fort et il sera plus amené à vivre les histoires que je vais lui faire subir. Et tu parlais de cette machine où on peut mettre une pièce. Ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, parce que moi j'ai le génie de la boîte qui est là comme ça, dispo.
Et si le génie de la boîte t'accordait un vœu à toi, tu lui demanderais quoi? Est-ce que tu embêterais le grand Ludo? Qu'est-ce que tu lui Alors, demanderais si tout était possible? un vœu par rapport à l'histoire ou bien? À tout ce que tu veux. C'est le génie de la Oh, boîte, il est trop fort. ouais. Oh, bah, bon, après, c'est peut-être un peu banal, mais moi, le vœu en général, c'est avoir la santé pour moi, pour ma famille, pour mes proches. La meilleure santé le plus longtemps possible, c'est ça le plus important. Si on n'a pas la santé, on peut avoir toutes les idées qu'on veut, toutes les envies qu'on veut. Si on est dans une chaise roulante ou bien sur un canapé complètement avachi, y a plus rien qui se passe. Donc, la santé avant tout le reste, hein. Après, les idées, l'énergie qu'il faudra, tout ça, ça viendra après. Imaginons que la boîte puisse te faire traverser le temps. Tu disais, Daryl, ça pourrait être un peu toi quand tu étais plus jeune. Imaginons que la boîte puisse te faire revenir en arrière, que tu te retrouves, toi, quand tu avais, on va dire, 10 ans, par exemple, 10, 11 ans comme Daryl. Tu aimerais dire quoi à l'enfant que tu étais, avec tout ce que tu sais aujourd'hui, si tu devais lui dire une chose? Alors, c'est une question ouais, très profonde, assez embarrassante, mais Tu peux avec ne tout ce pas que je sais répondre, il n'y a aucune maintenant, obligation. non, 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 je peux répondre, mais avec tout ce que je sais de maintenant, si je devais parler à moi quand j'avais 10 ans, alors je dirais de profiter plus de mes parents, Mhm. plus de ma maman qui est partie il y a bientôt 10 ans, et ouais, peut-être moins leur en faire baver, surtout T'étais ça, ouais. turbulent comme ça. Alors j'étais un faux calme, on va dire, Un faux calme. un faux calme, puis ouais, j'ai fait des choses qui sont toujours pas au courant, mais ouais, peut-être moins l'en vrai, ouais, c'est surtout ça, ouais. Puis profiter, ouais, et puis après, ma jeunesse, j'ai vraiment profité à fond. Quand j'avais 10, 12, 15, 20 ans, j'ai aucun regret. Après, oui, j'ai le regret que c'est passé. Donc, si c'était à refaire, je ferais même les mêmes bêtises. Mais ouais, c'est une période vraiment d'insouciance. On se rend pas, voilà, on se rend pas compte de la vie réelle. Donc, on profite à fond sans trop réfléchir. Puis, ouais, c'est peut-être ça qui manque, ouais. Une fois qu'on est adulte, qu'on a toutes les responsabilités, c'est un peu plus dur à rester léger. On essaye, mais c'est pas toujours facile. C'est ce que t'aimerais dire. C'est un petit garçon, hein, je crois que tu vois. C'est ce que t'aimerais aussi dire à ton petit garçon aujourd'hui. Profite. Ouais, ouais, de profiter. Même si quand on est enfant, même si les adultes de 30-40 ans ils nous disent ça, on les écoute à moitié parce que pour nous, on est enfant, on va le rester toute la vie. Mais oui, c'est quand on a 10, 12, 14 ans, je pense que c'est les plus beaux âges parce qu'on est, voilà, si on n'a pas de gros soucis, on pense qu'à s'amuser, qu'à passer du bon temps avec nos amis, avec nos copines. Et puis voilà, c'est les meilleurs moments, je trouve. Et quels sont tes projets? C'est la question traditionnelle, hein, pour terminer. Bah, il y a la promo de tout ça, parce que Daryl, il est tout jeune, hein, je crois. Tu dois encore aller dans pas mal de salons. Alors, C'est quoi tes Daryl, il n'est pas projets? encore sorti. Il sort mardi prochain, mardi 26. Et ouais, alors je vais faire une petite, ouais, une tournée de dédicaces dans ma région, dans les Payot, pour ceux qui connaissent, c'est les grandes librairies en Suisse. Mhm. Je fais 3 villes. Après, je vais faire d'autres dédicaces dans des petites librairies de la région. Je vais aussi aller dans un salon en France, c'est le salon de livre de Cessy. C'est à Frontière Suisse. Mhm. C'est au mois d'octobre. Je ne sais plus vraiment la date. Je ne sais plus la date exacte. C'est d'ici ouais, 5-6 semaines. Et après, ouais, j'aurai encore 2, 3 dédicaces, puis je vais enchaîner avec les salons, les marchés de Noël au mois de novembre. Donc, ouais, j'ai 10, 12 dates déjà définies. Donc, ouais, je vais faire une petite tournée avec ce roman jeunesse. On verra l'accueil On des verra gens. l'accueil. T'as peur? Tu te sens comment à quelques jours comme ça de la sortie? J'ai demandé la même chose à Bess, hein, mais tu te sens comment à quelques jours de cette sortie? Alors, alors je me sens assez serein. Voilà, après, je me prends pas plus la tête que ça. Je fais ça pour le plaisir. Donc, ouais, je suis impatient qu'ils sortent en librairie, puis d'aller rencontrer les gens pour en parler. Puis c'est assez nouveau parce que moi, j'ai tout le temps l'habitude de signer mes thrillers adultes. Donc voilà, c'est d'autres gens qui viennent. Là, c'est vraiment pour les plus jeunes. Donc il y aura peut-être d'autres lecteurs. Ça sera peut-être des papas, des mamans qui viendront avec leurs enfants pour signer le bouquin. Donc ouais, ça sera différent. Donc c'est plus excitant que j'ai pas peur. Je suis plus impatient d'arriver à ces dates.
Et on arrive aux fêtes, hein. On peut déjà commencer à préparer les cadeaux, c'est chouette. Donc il y en a pour toute la famille maintenant. Mais merci Voilà. beaucoup pour tout ça. Alors, Kiko me dit, c'est si le 7 et 8 octobre, si il a bien fait ses Voilà, recherches. Donc voilà, c'est voilà, ça, ouais. voilà, à la Ouais, frontière. Je vais ouais. évidemment te remercier, mais te laisser le mot de la fin avant de refermer le couvercle de cette boîte. Et puis on va aller faire un tour du côté de l'alchimiste des mots aujourd'hui, j'ai envie. On va aller voir, on va aller voir Amélia. Que souhaites-tu nous dire pour conclure ton passage parmi nous? C'est passé très vite, j'ai l'impression, une fois de plus. Bah, d'abord, je voulais te remercier d'avoir accueilli dans ton espace littéraire. Et puis merci, bah, merci à tous ceux qui sont venus aussi tard, qui ont patienté pour venir me voir. Et puis voilà, puis à tout le monde, profitez de la vie, continuez à lire, continuez à rêver. Et voilà, le meilleur pour tout le monde. Et, on va continuer à se revoir, à rester en contact. Donc, je suis toujours dispo un peu partout sur les réseaux. Donc, on continue le chemin. On continue le chemin, vous avez Instagram, Facebook, les liens sont dans le chat, n'hésitez pas. Pour les dates à venir, pour tout ce qui se passera, pour Daryl, on va suivre ça, voir l'aventure de ce nouveau personnage, cette série, ton thriller jeunesse, et puis tout ce que tu as fait pour les adultes. Il y en a un septième, là j'ai compris, qui est en chemin donc plutôt beaucoup de choses. Bah, au plaisir de te croiser, ici ou là, j'imagine qu'on aura l'occasion. Et Ah oui, bah, ça d'ici là, serait cool, hein. que tout aille bien, vraiment pour toi. C'était très très chouette de t'accueillir en tout cas.